Nablus ibn Telfin, qui était leur chef, a connu les mêmes soucis démographiques que Moulay Idriss Ier a voulu Bilis. Tanger, hein, Tingis, où il y a eu le premier échange commercial, et puis il y a eu au niveau de Saouira aussi. L'explosion exponentielle de la démographie a eu lieu dans les années 50. C'est-à-dire qu'on est passé d'1 milliard pendant des siècles, pendant des millénaires, jusqu'en peut-être 1800, autour de 1800, et puis d'un seul coup on est passé d'1 milliard et là on est à 7 et bientôt plus. Donc le contrôle des villes devient plus compliqué qu'auparavant. Bien sûr. Voilà, donc le problème, comme je vous ai dit, le problème de contrôle des villes s'est posé déjà vers 1912, parce qu'il faut savoir, ne serait-ce que le développement des villes marocaines. On est passé de 1914 à 1960, les villes marocaines comptaient à peu près globalement 600 000 habitants, hein, en 1912. En 1960, on était à 3,3 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, comparativement dans le monde, on est à plus de 50% de population du globe qui est urbaine. Donc les villes sont toujours très attractives, ce sont de véritables aimants, c'est là où se passe réellement l'industrie, les échanges, la richesse se trouve dans les villes. Donc ce qui fait qu'elles sont attractives. Se pose le problème de leur gestion. Alors, avant d'y aller, je vous ai peut-être interrompu sur l'histoire de la période du protectorat. Oui, donc, tout à fait. Et là, il y a eu, donc si je prends l'exemple de Casablanca, il y a eu Prost, donc, qui a urbanisé la ville, qui a été sur le chemin urbaniste. Et puis, il y a eu les frères Perret. Les frères Perret, en 1912, qui ont construit avec du béton armé. Le Casablanca, c'est un laboratoire sur le béton armé. Le béton armé au Maroc, béton armé a été plus ou moins utilisé au Maroc. Il a démontré sa résilience et la capacité à construire donc, énormément au Maroc. C'est grâce au béton qu'on a pu construire énormément. Avec d'autres matériaux, ça aurait été plus compliqué. Alors, et Pierre Perret, par la suite, les frères ont reconstruit le Havre après sa complète destruction suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc au Maroc, il y a eu, on ne le dit pas souvent, mais on le lit, le Maroc a été un laboratoire pour les urbanistes français, européens, mais français en particulier, et ça leur a donné ensuite des ouvertures sur leur pays. Est-ce que c'est le cas uniquement à Casablanca, parce qu'on connaît Casablanca avec l'art déco et puis tous les bâtiments connus sur ces aspects-là, Rabat, Tanger, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du protectorat? Alors quand le protectorat arrive, justement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il trouve un État structuré. Comparativement à d'autres pays du Maghreb, le Maroc est un pays où il y a un sultan, il y a des vizirs, où il y a un gouvernement, il y a des structures juridiques, etc., urbaines. Donc c'est un État structuré faible, effectivement, du point de vue économique, mais structuré du point de vue politique. Et même économique, hein, c'était assez bien clair. Donc quand les Français arrivent, ils veulent faire autre chose. Donc avec un premier résident qui a travaillé en Algérie, qui s'appelle Hubert Lyoté. Donc quand il vient, il dit « je vais faire autre chose au Maroc parce que je trouve vraiment une civilisation déjà installée, etc. Et il ne faut pas qu'on rase tout parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Algérie, etc. Puis ça n'a pas vraiment marché, donc il faut qu'on fasse autre chose. » Donc il va choisir d'abord... Il trouve au Maroc un terrain propice, État. Bien sûr, et aussi il faut savoir que quand il arrive au Maroc, il arrive en 1907, hein, déjà une première fois à Casablanca, puis il revient en Algérie, puis il revient après, il retourne après au Maroc. Au Maroc, on mourait beaucoup d'épidémies, hein, on mourait beaucoup de typhus, on mourait beaucoup de boglib, hein, le fameux choléra. Hein, c'était le nom connu. Et donc les Français, quand ils arrivent, ils font d'abord une pénétration hygiéniste. Ils séparent d'abord les populations locales des populations européennes.
Donc il va y avoir un certain nombre de réflexions, comment on pourrait imaginer la ville européenne tout en contenant la ville arabe ou autochtone dans sa limite géographique, et parce qu'ils savaient très bien qu'en développant la ville de Casablanca à partir de son port, parce que la ville de Casablanca a connu une nouvelle jeunesse à partir de la fin du 19e siècle avec le développement du port, mais ce sont les Français qui vont réellement le développer. Donc ils savaient très bien que Casablanca allait être un grand aimant, donc les gens vont venir donc économique. Donc ils vont structurer Casablanca. Effectivement, il va appeler Henri Prost, qui est un architecte français, il va lui dire d'imaginer la nouvelle géographie, enfin morphologie de la ville de Casablanca. Donc il va essayer de contenir la Médina dans ces enceintes que nous connaissons aujourd'hui actuellement. Il va installer les industries du côté d'Ain Seba, donc dans la partie est, donc effectivement, et dans la partie ouest, il va installer la ville européenne, donc qui était très contrôlée. On n'avait pas le droit de se déplacer donc entre la ville européenne, la ville arabe, sans laisser passer, hein, et on va cantonner avec le temps les populations qui arrivaient donc dans Casablanca avec le développement de l'industrie, notamment dans les régions de Roche Noire et Ain Seba, vers les périphéries, donc Hay Mohammadi, etc., où les gens habitaient dans des nouellas, hein, des huttes, et on les tramait en quelque sorte. Et puis les gens, au bout d'un moment, ont demandé aux autorités de pouvoir diversifier cet habitat précaire, parce qu'avec les intempéries, Casablanca est un climat très très humide, donc il pleuvait beaucoup. Les autorités à l'époque du protectorat vont autoriser les gens à prendre des bidonvilles, à les découper, à en faire justement des murs, enfin des protections de leur habitat. C'est de là d'où est né le terme de bidonville. Donc au Maroc, hein, on a malheureusement la paternité de ce nom avec Saint-Ouen, hein, en France, mais c'était surtout au Maroc où le terme bidonville a fait pour la première fois son apparition dans les lexiques urbains internationaux. Donc à partir de là, donc les populations pauvres restant en périphérie, les populations d'origine restant dans la Médina, les populations européennes vont rester donc dans la ville européenne. On va essayer de créer des petits quartiers intermédiaires où on va permettre à certains notables marocains de venir un peu vers la modernité, de quitter la Médina, mais d'habiter dans un semblant de ville européenne, mais sans être vraiment dans la ville européenne. Donc c'est surtout créer une ségrégation en fait dans la ville pour que les populations ne se mélangent pas trop. Et surtout avec cette crainte hygiéniste justement, et toutes les villes marocaines qui vont être aussi dessinées par Prost, hein, les villes européennes, que ce soit Rabat, que ce soit Fès, que ce soit une partie de Meknès, de la ville nouvelle, toutes les villes européennes qui vont venir s'adosser aux Médinas anciennes marocaines vont être dessinées de cette façon, un peu ségrégationniste, un peu séparée, hein. On ne mélange pas les populations, pas pour des soucis, comme disait Lyoté, de préservation du patrimoine de la population, non, c'était vraiment par peur des épidémies et aussi que les gens ne se mélangent pas. Donc on est resté sur ce schéma à peu près jusqu'en 1956. Hein. Prost a été le Haussmann du Maroc, avec cette logique surtout permis de sécurisation des accès. Il a surtout fait un plan simple comme celui de Casablanca, est un plan radiocentrique qui part de la place Mohamed V au milieu, à partir duquel toutes les grandes avenues, et toutes les grandes avenues aboutissent à la place Mohamed V. Et puis il a fait ce qu'on appelait dans l'urbanisme européen un ring, c'est-à-dire un boulevard circulaire, le boulevard de la Résistance, hein, qui est aussi le boulevard Zarqtoni. C'est à peu près une distance de ce centre de 1,5 km au-delà duquel s'arrêtait la ville. La ville, à l'époque, jusqu'en 1934-40, s'arrêtait boulevard Zarqtoni. Hein. Il n'y avait pas d'au-delà. Donc la ville était contenue dans tout cet espace, mais bien sûr avec cette densité urbaine importante. Et puis l'immigration continue vers cette ville. En fait qu'on a dépassé ce qu'on appelait l'antique frontière, hein, Zarqtoni, puis on est allé au-delà. Mais c'est toujours, vous voyez, c'est un schéma radiocentrique. Quand vous voyez une photo aérienne aujourd'hui ou une voie satellite, toutes les voies, les grandes avenues de Casablanca aboutissent à la place
Mohamed V, où effectivement il y avait les premières casernes militaires, etc. Donc c'était aussi un souci sécuritaire. Je recommanderais justement un documentaire disponible sur le net, sur Casablanca, je pense qu'il date des années 30, disponible, et on raconte justement la logique de la construction de Casablanca et puis cette compartimentation de population, travailleurs, autochtones, les habous, comment ils ont été construites, et puis cette logique administrative, sécuritaire. Bon, on n'en parle pas évidemment, parce que c'est un film de l'époque, on ne parle pas de cet aspect que vous avez cité, sur cet aspect hygiénique. Bien sûr. On a compartimenté la ville sur un aspect pour sécuriser hygiéniquement les populations européennes. D'ailleurs, ce n'est pas simplement une problématique qui se pose pour les gens du protectorat au Maroc, mais dans tous les pays, c'est un peu comme ça. Les villes sont aussi conçues d'abord dans un aspect sécuritaire aussi. Vous savez, quand on construit de grandes places, après les gens peuvent se réunir dans cette place, peuvent vilipender les gouvernants, donc il faut que les forces de l'ordre puissent intervenir. Donc on fait toujours très attention aussi à la conception des villes pour pouvoir justement permettre aux forces de sécurité de pénétrer plus facilement. C'est ce qui s'est passé à Paris avec Haussmann. C'est ça, justement. Agrandir les avenues. Oui, se poser le problème justement de la pénétration des forces de l'ordre. Et Haussmann va tailler dans le tas, dans beaucoup de quartiers qui effectivement étaient insalubres, mais qui ne permettaient pas une bonne circulation des forces de l'ordre. Et puis les forces de secours aussi, pour porter secours aux populations en cas d'incendie, en cas de sinistre, il faut des avenues larges pour que justement ces outils de secours puissent passer. Alors nous avons vu que les villes, c'était tout d'abord un lieu d'échange, de rencontres, avec un RPI qui permet d'alimenter la population, avec un cours d'eau qui permet aussi d'assurer la vie. Et puis on est passé à cette ville structurée avec un ensemble d'activités industrielles, économiques, une sécurisation, puisque la ville commence à s'agrandir, à accueillir énormément de monde et à ne pas peut-être pouvoir accueillir d'autres personnes qui arriveraient, et donc à cette structuration. Alors là, c'est la ville. Et si on parlait du rural, puisqu'on c'est quelque chose que l'on souhaite développer au Maroc vivement, alors c'est quoi le rural au Maroc? Le rural a toujours été le parent pauvre, enfin, du développement de la civilisation marocaine. C'est les gens... Ou mondial peut-être. Oui, mondial, mais bon, puisque le sujet est surtout focalisé sur le Maroc, c'est ce que nous parlons au Maroc est tout à fait reproductible, transposable ailleurs. Et effectivement, les gens cultivent, l'être humain a toujours cultivé la terre, et puis surtout quand il est sorti donc, du néolithique, il a découvert, ou il a inventé, on ne sait pas, la culture des graines. Donc, quand il commence à produire du blé, à produire sa propre autosuffisance, puis avec le fait de cuire aussi les aliments, quelque chose qui est important, qui est arrivé dans l'histoire humaine, et ça a commencé dans le monde rural, ça n'a pas commencé dans les villes, avec la maîtrise du feu, la maîtrise des aliments, la maîtrise le fait que l'être humain ait acquis des réflexes cognitifs qui lui ont permis non seulement de comprendre son environnement, mais aussi de l'utiliser à bon escient pour sa propre survie. Donc, à partir d'un moment, on ne sait pas, on dit que c'est à peu près à 7000 ans avant Jésus-Christ où l'être humain quitte son monde rural pour aller se regrouper en ville. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, aux côtés de la Moldavie, de la Roumanie, de l'Ukraine. Mais jusqu'en 1960, par exemple, au Maroc, nous étions à peu près 70% de population rurale, alors qu'il y avait qu'à peu près 30% de population urbaine. 60 ans après, la tendance est en train de s'inverser. Nous sommes déjà à 50%, 55% de population urbaine au Maroc. Malheureusement, cette population urbaine, elle est concentrée dans un étroit couloir qui va de Jadida jusqu'à Knetra et maintenant jusqu'à Tanger, par extension.
sur ce étroit couloir atlantique de 270 km de Jadida jusqu'à Khnitra, il y a 50% des urbains du Maroc. Et ces urbains, aujourd'hui, posent des problèmes de densité, de surdensité de ce couloir ininterrompu de villes. Et ce qui fait que les populations partent vers l'arrière-pays. Et l'arrière-pays de ce couloir se trouvent les terres agricoles les plus fertiles. Donc nous avons un risque aujourd'hui de cette extension non maîtrisée des villes vers les territoires, nos propres territoires de survie indispensables, qui sont les territoires ruraux, qui sont les territoires agricoles. Et en quelque sorte, nous sommes en train de reproduire à la ville, à la campagne, ce qui est un peu aberrant parce que la campagne a ses propres modes de vie qui s'inspirent justement de sa propre anthropologie, de sa propre sociologie, de sa propre ethnicité. Dans chaque territoire rural, vous avez un groupe ethnique particulier. Aujourd'hui, venir et mélanger les groupes ethniques dans le rural est un danger parce qu'on va les disloquer et en quelque sorte on va leur faire perdre leur originalité, leur spécificité. Ou en faire une ville. Ou en faire une ville. Maintenant, si c'est un mélange, il faut que ce soit structuré. On peut faire des centres intermédiaires. Ce dont ont besoin les ruraux au Maroc, ce sont surtout les infrastructures de base, les hôpitaux, les écoles, les lycées, les centres culturels, etc. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire comme on l'a fait dans les années 90, dans les programmes du PERG et du PAGER, de ramener de l'eau et de l'électricité à tous les douars. On ne peut pas ramener les écoles à tous les douars, on ne peut pas mobiliser les médecins dans tous les douars, etc. Par contre, nous pouvons créer des centres intermédiaires entre la grande ville et le monde rural, et ces villages, dans des petits centres semi-urbains, donc des tout petits centres urbains. Cela a été quantifié, je pense, au niveau de l'urbanisme, ça a été le nombre de centres urbains. On en a parlé, mais encore une fois, le diagnostic, et ce qui est extraordinaire dans ce pays, c'est que nous ne faisons que des diagnostics. Et nous connaissons les besoins, nous avons fait des diagnostics, etc. Mais celui-ci, par contre, c'est un diagnostic récent, celui de l'étude rurale. Un de plus, oui, mais nous ne déployons pas. Une fois que nous avons le diagnostic, il faut déployer les moyens pour le réaliser. Parce qu'on ne va pas rester encore 30 ans, 40 ans à faire encore des diagnostics. Alors comment réaliser justement, comment pouvoir faire en sorte que, alors je n'ai plus le chiffre, je pensais que c'est 1500 ou 5000, j'ai oublié, mais on pourrait le retrouver, en tout cas centre rural. Tout à fait. Comment en faire un endroit d'activité et de regroupement lorsque donc, les ruraux veulent se rencontrer, faire le souk, se former, se vendre, commercer. Comment faire pour que ce soit vivable? Est-ce qu'il faut partir sur des centres qui sont déjà existants et puis les aménager, ou est-ce qu'il faut en créer de nouveaux et sur des territoires? Ça, c'est une politique d'aménagement du territoire d'abord. Et premièrement, nous avons un cadre constitutionnel et juridique qui existe avec des lois qui sont claires, notamment la loi sur la régionalisation. Moi, je pense que le futur, même du monde rural, passera par la régionalisation. Cette régionalisation avancée dont a parlé Sa Majesté dans beaucoup de ses discours, il faut la mettre en œuvre. Parce que la régionalisation, elle permet à chaque région, en connaissant ses propres capacités, en connaissant ses propres possibilités, peut développer son propre territoire rural, bien sûr contractualiser les médecins dont elle a besoin, les professeurs dont a besoin sa population, etc., et ne plus attendre la carte nationale de l'éducation nationale ou la carte sanitaire, etc., pour pouvoir déployer des médecins dans le rural. Donc il faut cette force économique qui permettent justement de développer un territoire, et seule la région, aujourd'hui, en lui donnant la possibilité de le faire, et il faut que l'État central puisse se décider à déconcentrer certaines de ses prérogatives, ne serait-ce que sur la santé, la culture, l'éducation, etc., permettre aux présidents de région, qui connaissent vraiment leur territoire
rural, de dire dans tel douar, dans tel groupe de douar, on va créer un centre, mais c'est nous qui allons contractualiser le médecin ou le professeur de médecine pour aller justement le faire au lieu d'attendre. Parce que si on fait ça dans un cadre général en disant que c'est l'État central qui va apporter la solution au monde rural, on sera encore ici dans 50 ans à faire des diagnostics comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, dernièrement, il y a eu tous les schémas d'aménagement du territoire par région. Toutes les régions ont lancé leurs appels d'offres dernièrement. Je pense qu'ils sont en cours en tout cas de rédaction, de réalisation, de réflexion. Et donc il y a cette dynamique aujourd'hui sur l'ensemble des régions. Chaque région s'occupe à développer déjà au niveau de ça, d'avoir une logique régionale d'aménagement, qui ensuite devra faire un ruissellement pour passer à la ville, à la commune, à la ville. Alors, pour revenir je pense, plutôt finir notre discussion sur le devenir de la ville. Nous avons parlé d'agriculture. Aujourd'hui, on entend parler d'agriculture urbaine, où à Singapour et dans d'autres pays et villes commencent à émerger des immeubles où on fait pousser des légumes. Alors il paraît que la pomme de terre ne pourra pas être poussée sur les immeubles, il lui faut de la terre. Je n'y crois pas. Alors voilà, il y a ce qu'on appelle la ville frugale, qui peut elle-même s'autosuffire et amoindrir au maximum les apports logistiques d'ailleurs. Donc l'agronomie, faire de l'agriculture. Alors, il y a cet aspect d'agriculture, il y a cet aspect de smart city, où on a de la data, et puis cette data permet, par exemple, de gérer le transport, d'avoir des moyens de transport autonomes, de permettre d'anticiper, de gérer la ville. Est-ce que c'est comme cela que vous voyez la ville, le futur de la ville, avec une frugalité, une certaine façon de penser la ville dans un vase clos pour qu'elle puisse s'autogérer? Vous savez, la science de l'urbanisme a à peu près un siècle. On fait beaucoup de choses en urbanisme. On fait de la politique, on fait de la prospective, on fait du dessin, on fait de l'économie, on fait de la démographie, on traite de tous les aspects, disons, en quelque sorte politiques de l'avenir de l'humanité. Parfois, on ne fait pas de belles choses aussi, on fait un peu n'importe quoi parfois. Heureusement qu'on ne le fait pas tout le temps. Donc, on arrive à réussir beaucoup de villes, heureusement d'ailleurs. Mais parfois, on invente des choses comme ces jardins verticaux. Enfin, moi, je ne suis pas contre qu'il y ait de la verdure, plus de verdure dans les villes, mais je pense que la verdure est en liaison avec la terre, et la terre a besoin justement de pouvoir produire, de continuer à produire ce qu'elle a toujours produit depuis l'aube de l'humanité. Prévoir aujourd'hui, comme on le fait dans certains quartiers, même ici malheureusement au Maroc, ou heureusement, j'en sais rien, de prévoir des tours végétalisées. Enfin, alors pas uniquement, c'est des tours où on plante, c'est de l'agriculture. Oui, il y a des immeubles où on plante. C'est pas uniquement pour l'esthétique, c'est également pour l'alimentaire. Il y a aussi des immeubles où on fait de la verdure, enfin les jardins verticaux, sauf que c'est totalement aberrant ce genre de construction, parce que ça ramène des bestioles, ça ramène plein d'oiseaux qui viennent faire leur nid dans ces trucs, etc. Puis ça fait beaucoup de saleté. D'ailleurs, dernièrement, en Chine, il y a un certain nombre de quartiers où il y a eu ça. Les gens ont quitté leur appartement, justement, parce qu'ils étaient envahis par tout type de sauterelles, de bestioles, de trucs. Ça devient invivable. Donc ça veut dire que l'être humain ne peut même pas vivre aujourd'hui dans cette nature reconstituée, et qu'il a peut-être quitté depuis très longtemps des habitudes qu'avaient ses ancêtres. Donc, par contre, qu'est-ce qui lui coûterait de descendre quelques étages et d'aller marcher le long d'un parc, de respirer l'air, enfin de voir justement ces oiseaux, enfin dans la nature? Reconstituer la nature, moi je suis un peu contre. Il faut laisser les choses se faire elles-mêmes dans son propre milieu d'origine. Maintenant,
mes idées par rapport à la ville du futur. Et puis l'Afrique va. Il faut des solutions notamment pour l'Afrique, qui va doubler le nombre d'habitants dans les villes. Pour l'Afrique, ils ont surtout besoin d'adduction d'eau potable et d'assainissement. Dans un laps de temps très réduit, je pense dans les 15 prochaines années. Ils ont surtout besoin d'adduction d'eau potable et d'assainissement, et nous avons un très grand savoir-faire au Maroc, et nous pouvons vraiment les aider à fabriquer leur ville correctement, ne serait-ce que de faire le trottoir, de faire des lampadaires, de faire des choses. Nous avons un grand savoir-faire au Maroc en matière de lotissement, en matière de VRD qu'on pourrait exporter dans les villes africaines. C'est de ça dont ont besoin les villes africaines au début. D'abord, un problème de santé, de salubrité, d'accord, déjà. Et puis, fabriquer... D'alimentation d'eau potable, d'assainissement. Et de l'électricité, y compris l'énergie, etc. À partir de là, fabriquer les villes. Aujourd'hui, vous les voyez, les villes africaines sont totalement déstructurées. C'est des amatols à des kilomètres, il n'y a même pas de trottoir, il n'y a pas d'assainissement. Donc, il faut d'abord structurer tout ça. À partir de là, et nous avons un savoir-faire aujourd'hui au Maroc qui est très réel avec nos ingénieurs, avec nos architectes, nos urbanistes, nos entreprises, et qu'on peut exporter justement ce savoir-faire pour aider justement nos amis africains à faire la ville de demain comme nous la faisons aujourd'hui. Moi, je vous dis, aujourd'hui au Maroc, nous avons un vrai savoir-faire en matière d'aménagement urbain que nous pouvons exporter. Malheureusement, nous ne le faisons pas encore. Il faudrait travailler sur ça. Maintenant, par rapport à la ville du futur, telle que je la pense... Je resterai tout d'abord parce que je me rappelle d'un point qui, je pense, vous interpellera. Oui. Si nous devons conseiller les villes africaines, est-ce qu'on les conseillerait d'aller encore en diffus ou aller dans une densité plus importante? Est-ce qu'on densifierait ou est-ce qu'on allongerait? Alors quand on allonge, on a encore plus d'infrastructures, on a plus de distance, ou est-ce qu'on fait plus de hauteur? Est-ce qu'il y a une certaine distribution plus intelligente des bâtiments? C'est la problématique que connaissent... Qu'est-ce qu'on leur conseillerait? C'est les problématiques que connaissent les villes marocaines depuis un siècle. Aujourd'hui, nous avons fait depuis une soixantaine d'années des extensions des villes marocaines par allotissement, c'est-à-dire en étant la ville éternellement, ce qui fait que ça pose des problèmes d'allongement des réseaux et puis de surcoût des factures, ne serait-ce que pour les communes, l'éclairage public, etc., l'assainissement, toutes ces choses-là. Et puis tous les équipements qu'il faut, il faut les écoles. Par contre, on peut effectivement requalifier les villes existantes une fois que l'urbanisation s'est installée, comme par exemple Casablanca, Rabat, on peut augmenter la hauteur de ces villes, parce que nous avons des villes naines, hein, la moyenne des villes marocaines, c'est R+2, R+3. Par contre, nous pouvons effectivement aller vers R+10, R+15, etc. et libérer le sol pour faire des parcs, pour faire des équipements, pour faire des choses qui vont apporter un plus. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à construire des écoles, des lycées ou même des parcs, c'est parce qu'il n'y a plus d'espace et qu'il faut aller très loin. Par contre, nous pouvons requalifier énormément de quartiers, les quartiers d'Aïnsba aujourd'hui, pour qu'il y ait encore des industries à Casablanca. On peut les délocaliser en dehors, aller à Jort el-Sfar, aller à Barchid, aller ailleurs et dégager tout cet espace de l'Aïnsba, monter de la hauteur. Nous avons aussi la corniche de Rabat, Yaqob el-Mansour, les quartiers d'Yaqob el-Mansour, tout ça, R+2, etc. On peut donner de la hauteur, on peut refaire la ville autrement, la rendre agréable et aussi accessible à ses propres citoyens. Vous savez que dans les villes marocaines, Rabat est l'une des villes qui perd le plus ses habitants. Elle a perdu 100 000 habitants entre 2004 et 2014 sur le recensement général de l'habitat et de l'urbanisme. Ces 100 000 habitants qu'elle a perdu, elle est passée de 600 000 habitants à 500 000 habitants. 100 000 habitants sont partis se réfugier dans les périphéries, à Ain Aouda, à Mers el Khair, à Ain Atig, etc. Ça, c'est le cas de l'ensemble des villes. Même Paris a perdu 50 000 habitants en 5 ans. Rabat est une ville, comme toutes les autres villes marocaines, même si Debliot a perdu 100 000 habitants à Casablanca. Donc, vous voyez, la ville a besoin de ses habitants d'origine, elle a besoin aussi de ses pauvres. Parce que souvent, les populations précaires, on les rejette dans les périphéries parce qu'on veut faire des villes trop clean où les gardiens, les jardiniers, tous ces gens, les classes basses viennent le matin par les transports en commun et rentrent dans la ville alors qu'ils habitaient dans la ville. Ils étaient même les premiers habitants avant que n'arrive une nouvelle population riche dans la ville. La ville a besoin de ses pauvres, elle a besoin de ses riches, elle a besoin de ses classes moyennes. C'est dans cette coexistence que naît la civilisation urbaine. Comment réussir cette mixité sociale ou cette péréquation qui existe sur des ensembles? On peut très bien continuer sur un schéma
que nous avions sur Rabat, où certains quartiers étaient prédestinés à certaines populations. Dire aujourd'hui que les pauvres peuvent habiter à l'intérieur des quartiers riches est une vue de l'esprit, parce que ce n'est admissible ni pour les pauvres ni pour les riches, d'accord? Mais que les gens vivent à un boulevard qui les sépare, c'est tout à fait possible. Hein. Vous voyez Rabat du côté de l'Haïn Nahda, avec le quartier Mabella, avec le quartier de l'aviation, etc. Vous avez des populations précaires qui habitent à côté de populations de la classe moyenne, à côté de populations riches, en toute harmonie, sans aucun souci. Et même les gens riches des quartiers, même du Souissi, etc., de la Pinède, vont faire leurs courses. Vous savez où? Dans ces quartiers populaires, justement, on vend de la tomate pas chère, de la pomme de terre pas chère. Voilà. Alors, Tanger. Oui. Oui. On a parlé dans l'ensemble de villes, Oui. et nous n'avons pas parlé de Tanger. Oui. Comment vous avez vu Tanger il y a peut-être 30 ans, Oui. et comment vous la voyez dans le futur? Justement dans cette logique de ce que serait un modèle réussi de ville. Alors, je suis parti à Tanger la première fois en 1983. Elle devait avoir, je pense, 15 ans. On avait beaucoup de difficultés à pénétrer dans Tanger. C'était les rues étaient étroites, et puis il y avait le port, il y avait à l'époque le train qui arrivait jusqu'au port. Enfin, c'était une ville assez difficilement viable. Enfin, il y avait encore la beauté des grands immeubles des années 50, des années 40, mais la ville, on sentait qu'elle se ruralisait. Il y avait, vous savez, durant les années 80, avec la grande sécheresse, beaucoup de villes marocaines ont capté beaucoup de migrants ruraux qui sont venus. Et c'est comme ça qu'on a vu, par exemple, à Tanger, l'arrivée de populations qui ont été poussées par la sécheresse vers plus de prospérité, enfin sur Tanger. Il y a eu le développement de quartiers insalubres comme Bni Makadam, Snana, Saniam, Rora. Et ce qui fait qu'une ville qui était à peu près à 250 000 habitants est devenue, elle dépasse aujourd'hui le million d'habitants. Heureusement que Sa Majesté le Roi, en 2000, a lancé la magnifique mise à niveau urbaine qui a permis aujourd'hui à Tanger de se désengorger, d'avoir de grandes artères, d'avoir ces grandes trémies qui empêchent qu'il y ait des embouteillages à Tanger. Aujourd'hui, Tanger est une ville qui renaît, qui a connu effectivement une certaine léthargie dans les années 70, dans les années 80, où une certaine population qui était venue habiter, qui avait au fait remplacé cette population que je raconte dans mon livre. Hein, c'est quand Tanger était zone internationale entre 1923 et 1956, quand c'était la première zone franche au monde, avant Macao, avant Hong Kong, etc. C'était Tanger, il y avait énormément de banques internationales. Et puis du jour au lendemain, quand on a recouvert notre intégrité territoriale et notre indépendance en 1956, on a décidé de mettre fin à ce statut international. Effectivement, ces étrangers sont partis. Une part de l'âme de Tanger est partie avec ces étrangers. Maintenant, on essaie de la faire renaître avec déjà en nettoyant justement la ville, en la requalifiant, en donnant de nouveaux espaces d'extension urbaine. Moi, je suis satisfait aujourd'hui par ce qui a été fait suite à cette mise à niveau décidée par Sa Majesté le Roi. Tanger est en train de renaître de ses cendres, est en train de vivre une ville internationale, est en train de devenir une ville extraordinaire qui capte énormément de gens et d'étrangers. Et je pense que les autres villes marocaines devraient s'inspirer de ce qui a été fait à Tanger, parce que vraiment c'est un modèle aujourd'hui de développement urbain maîtrisé et qui donne une très belle image de ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui et de ce que sera le Maroc de demain. Merci beaucoup, C'est Rachid. On termine sur cette belle note d'une très belle ville. Et je rappelle que vous avez donc écrit un premier roman, Chronique du Détroit, que j'invite nos auditeurs et puis à lire. Je rappellerai aussi quelques bouquins et quelques ressources à lire et à voir. Alors, tout d'abord, Les villes frugales. Ensuite, Le défi urbain. Donc, c'est deux bouquins récents que vous pouvez trouver.
Et ensuite, alors, puisqu'on a parlé du béton, alors il y a un développement d'un MOOC, d'un cours en ligne sur le béton, complètement gratuit, lms.william.ma, et vous pouvez retrouver ce cours sur le béton. Et également, vous pouvez retrouver sur le net un cours sur les villes, donc MOOC, Massive Open Online Courses sur les villes. Voilà, donc toute une possibilité de documentation, de lecture, et puis également cette émission et cette discussion qui permet donc de visualiser, de voir, d'entrevoir et d'anticiper le futur des villes. Merci Sir Rachid. Merci. Et à très bientôt. Merci. Je vous invite à suivre cet épisode sur le modèle des villes marocaines sur la chaîne YouTube de l'ODJ TV, et je vous invite à un prochain épisode sur la même thématique, celle de la construction.